Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de vision. 60 ans sont passés depuis la création des non-alignés, un mouvement qui porte aujourd'hui encore l'étendard du multilatéralisme comme principe fondamental d'un nouvel ordre mondial qui peine, il faut le dire, à émerger et qui est basé sur l'équité et le pacifisme. Belgrade qui accueillait cette semaine son deuxième sommet et de l'une des plus grandes alliances de la planète a vu affluer les chefs d'État et de gouvernement représentant les 120 pays qui la composent. La délégation russe a été particulièrement observée, elle qui a obtenu son sésame d'entrée en juillet dernier, rejoignant les nombreux membres observateurs qui s'y bousculent. Les non-alignés comptent désormais, et peut-être plus que jamais d'ailleurs, depuis leur naissance, influer sur le destin commun des nations et les relations internationales qui les lient entre elles, de plus en plus complexes, particulièrement dans ce contexte pandémique menaçant où les équilibres économiques mondiaux sont remis en jeu. On reçoit pour en parler M. Amazit Bouchalfa, journaliste spécialisé des questions internationales et chercheur en histoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Alors quand on parle des non-alignés, dans l'imaginaire collectif, on est projeté à au moins 30 ans en arrière, vers la fin de la guerre froide, au moins. C'est dire que ce mouvement n'a pas réussi vraiment à s'inscrire dans une dynamique plus contemporaine. Pourquoi, selon vous? Je crois que ça nous projette beaucoup plus loin. La naissance du mouvement des non-alignés, c'est juste après c'est-à-dire l'idée porteuse de Oui, de bien ce sûr, la création revient à 60 ans. revient à pratiquement 1945, après... 47, ouais. Disons, les premières velléités, Oui, les de premières création. idées de création viennent d'Asie, très particulièrement, c'est-à-dire juste après l'indépendance du sous-continent indien, Oui. des manœuvres qui se sont passées pour redéfinir les relations au sud de l'Union soviétique. Et des accords ont été signés entre le Pakistan et les États-Unis, un accord qui était considéré comme combinatoire pour la stabilité de la région et particulièrement pour l'Inde. Donc c'est à partir de là, cette idée de Nehru d'unifier un petit peu les États de la région. D'ailleurs, c'est au Sri Lanka et à Colombo que vont la première réunion Oui. pour faire face à cette alliance pakistano-américaine. La première réunion est donc venue de là-bas. Ça s'est étendu, on connaît La suite, on la connaît. Bandung. Oui, première conférence. Première conférence, mais qui était, au départ, c'était une conférence qui était considérée comme un éclairage géostratégique nouveau pour la région asiatique et sud-est asiatique. Mais la participation des mouvements comme le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, des pays comme le Maroc, comme la Tunisie, qui revendiquaient leur indépendance Sous aussi, protectorat français. sous protectorat à l'époque. Donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que ça a pris une orientation. C'était les balbutiements, c'est-à-dire ce n'était pas encore le non-alignement, ce qui était une conférence afro-asiatique pratiquement, ou des pays de ce qui allait être le tiers-monde. Ça a pris une orientation qui va se préciser par la suite. Donc même les fondateurs de cette alliance n'avaient pas imaginé ce niveau d'adhésion. Pas du tout. Ouais. La participation particulièrement du FLN algérien a été très très remarquée. D'abord la qualité de la délégation, la qualité, et puis ensuite c'est un peuple en lutte qui est là. Bon, bien entendu, il y avait tout autour, c'est la cour des grands, il y avait la Chine avec Chou En-lai, il y avait l'Inde, il y avait la Yougoslavie, il y avait tous ces pays qui vont jouer un rôle fondateur de ce mouvement, tous ces pays, et il y avait
le Front de Libération. Alors, juste pour répondre à ma question, mais on va égrener comme ça les anecdotes et les points d'histoire qui sont liés au MNA. Pourquoi aujourd'hui le mouvement des non-alignés, qui existe encore aujourd'hui, qui tient des sommets, des conférences, n'arrive pas à s'inscrire dans une dynamique, dans une réflexion, peut-être pas la réflexion, mais une dynamique plus contemporaine? Parce qu'il n'a pas la main sur les cartes. Il n'a pas la main sur. Pourquoi? Parce que le monde change. Le monde change et nous sommes, disons que les pays du tiers-monde, les pays non alignés, qu'on considère encore comme pays du tiers-monde, parce que la notion de tiers-monde existe encore, même si la notion de non-aligné est un peu désuète. Désuète. Non-aligné par rapport à quoi? Mais on se pose la question aussi. Après la chute du mur de Berlin, l'OTAN a continué d'exister, même si le pacte de Varsovie a explosé. Mais l'OTAN a continué d'exister. Alors on s'était dit, mais pourquoi donc l'OTAN existe-t-il? Puisque il s'est adapté. Il s'est adapté aux mutations. Il a fait sa mutation. Donc, aujourd'hui, le non-alignement, c'était l'Est et l'Ouest. Mais aujourd'hui, le non-alignement, c'est parce qu'il y a justement ce groupe de l'OTAN, cette force militaire, cette superpuissance militaire. Et il y a le reste. Et ça se joue, c'est en train de se jouer en Asie. Les cartes sont redistribuées en Asie. Oui. Le dernier épisode du feuilleton, ça a été cette alliance de l'Australie, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Même si les pays européens ont été laissés pour compte. Donc, les choses se sont redistribuées, les cartes ont été redistribuées dans la région. Et il s'agit pour le mouvement des non-alignés de s'adapter à cela. Parce que les problèmes des non-alignés sont les problèmes du tiers-monde. Les problèmes que posait le non-alignement étaient les problèmes du tiers-monde. Et ces problèmes ne sont pas résolus. Ces problèmes sont loin d'être résolus. Le mouvement des non-alignés a créé des instruments pour essayer de l'aider, pour s'adapter. Il a créé des instruments, que ce soit l'ONU, donc pour vous, il a évolué. Il a quand même évolué. Il a quand même évolué et il existe, ce qui est très important, c'est qu'il existe un forum. Oui. C'est un forum. Il existe un forum où ces pays peuvent poser un certain nombre de problèmes qui les concernent. C'est très important. C'est-à-dire ce forum, est-ce que vous pouvez vous expliquer? Ce forum, c'est la possibilité, à l'intérieur du mouvement des pays non alignés du PNA, à l'intérieur même, les problèmes peuvent être posés, les réunions, les sommets, même s'ils sont épisodiques, même s'ils sont généraux, même si ce sont des questions, c'est vrai que ce sont des... Mais il existe, et il a le mérite d'exister, c'est ça qui est très important, il faut le préserver. Il faut le préserver. Alors, nous allons parler d'environnement, nous allons parler de pandémie, nous allons parler... Ce sont des problèmes qui concernent la planète entière, qui ne concernent pas uniquement les pays... Donc l'unique un petit peu objectif aujourd'hui du MNA, c'est de ne pas disparaître. C'est ce que vous voulez dire. C'est de ne pas disparaître. Puisqu'il existe et c'est une réussite en soi. Il faut... Maintenant, le dynamisme qu'il avait, c'était les pays membres qui l'avaient apporté. Il y avait, c'est-à-dire que l'action politique qui était menée par des leaders à l'époque, par des Nehru, des Tito, des Chouemla et des Boumedienne, etc. Tous ces la politique ne se fait plus de la même manière. Oui. La politique n'est plus l'apanage d'une personne ou d'un porte-parole d'un pays ou d'une puissance, ou quelle que soit l'importance. C'est le groupe, c'est le bloc. Aujourd'hui, c'est le bloc. Très bien. Alors on va un petit peu avancer puisque ça fait un peu plus de 25 ans que les non-alignés tentent justement de remettre les principes fondateurs de cette alliance, de leur alliance, au goût du jour. C'est même l'ONU qui a défendu le retour du MNA en 96, alors que les relations internationales des années 50 et 60 ne s'articulent plus du tout pareil. Sur quel terrain les non-alignés peuvent agir concrètement aujourd'hui? Vous parlez de sommets qui s'étalent dans le temps avec des axes un peu généraux. Oui. Quel est le terrain de jeu du MNA? Peut-être par rapport au problème des pays du tiers-monde. Il eût été souhaitable que le mouvement des non-alignés puisse jouer un rôle, par exemple,
dans l'achèvement de la décolonisation en Afrique. Oui. La question du Sahara occidental, Notamment. la question palestinienne, qui étaient des questions qui ont été posées depuis... Dans les fondements de la création de l'Alliance. Mais cela ne s'est pas fait. Cela ne s'est pas fait parce que, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, parce que le sommet d'Alger avait révélé, en 1973, avait révélé quelque chose de très important. Alors, il faut préciser que c'était le 4e sommet, c'était le 4e sommet tenu à Alger en 1973. Et on parle d'un tournant dans ce sommet. Pourquoi? Pour quelle raison? D'abord, le nombre de participants. Ils étaient 45 au Caire, ils sont devenus 75 à Alger. 1. 2. Il y avait la charte d'Alger, ce qu'on a appelé la charte d'Alger, avait dessiné un objectif. Ouais. L'objectif, c'était la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les échanges inégaux entre le Nord et le Sud, ce qu'on a appelé le nouvel ordre mondial. Donc un an plus tard, en 1974. Mais c'était déjà programmé, c'était dans les tuyaux des non-alignés et l'intervention de l'Algérie par la voix du président Boumedienne aux Nations Unies à l'époque. Donc, ils ont apporté quelque chose. Ils ont apporté sur la... Et là, on se dit peut-être qu'ils avaient dévoilé leur batterie, qu'ils avaient levé le voile sur leur batterie. C'est-à-dire que, voilà, c'est un mouvement qui va être un mouvement de revendication. Oui. L'esprit d'Alger, c'était celui-là. D'ailleurs, immédiatement après, on a attribué au président français Giscard d'Estaing cette idée de nouvel ordre mondial. La presse, d'une façon générale, la presse occidentale, d'une façon générale, avait attribué cette idée de nouvel ordre mondial, de rapport... Alors que ça avait été posé... Ça avait été posé aux non-alignés en 1973, ici à Alger. Alors, en quoi ça a été un tournant? On parle de cette résolution 3 du sommet d'Alger, particulièrement, ou entre autres, qui met l'accent notamment sur la souveraineté permanente des peuples et sur leurs ressources naturelles. Donc, c'était une façon de dire qu'on en finit avec l'impérialisme, avec les empires coloniaux. À Alger également, c'est-à-dire qu'il y a eu ce glissement, c'est-à-dire que la délégation algérienne, par la voix du président Boumedienne, avait dit que nous ne pouvons pas mettre sur un même pied d'égalité l'impérialisme, qui est l'ennemi, et les pays socialistes qui nous ont aidés, qui ont aidé le mouvement de libération. Ouais. Nous ne pouvons pas. Et ce qui avait le choc qu'il y a eu, ça a été entre El Kadhafi, qui avait dit à Cuba, tu ne peux pas participer, tu ne peux pas dire que tu es non aligné, tu as des accords militaires avec l'URSS. Et Cuba qui prônait ce qu'on a appelé ensuite le non-alignement positif. C'est-à-dire qu'il voulait, bien entendu, c'était son rôle, qu'il voulait faire adhérer. Donc, aujourd'hui, je pense que la Russie participe, comme vous l'avez dit dans votre introduction, la Russie participe. Je pense que c'est une espèce d'hommage à ce qui a été, parce qu'on ne peut pas dire que l'URSS ait été un frein ou un blocage pour les mouvements de libération. C'est beaucoup plus l'Ouest, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, avec Israël. Et particulièrement Israël. Avec Israël, le rôle que fait jouer Israël à l'Ouest. C'est ça aussi qui est. Donc, pour revenir à ce point 3, la résolution 3. Il ne faut pas oublier que les richesses, les ressources étaient dans les pays africains, dans les continents comme l'Afrique, l'Asie, tous ces pays-là, ils n'en bénéficiaient pas. Ouais. C'était les multinationales qui ont continué. Il y avait une situation de néocolonisation qui était de fait. Donc, il fallait... l'Algérie venait de récupérer son pétrole aussi. Et c'est un peu dans ce sillage que l'Algérie a nationalisé les hydrocarbures en 1978. C'est suite à ces résolutions. En 71, la nationalisation des hydrocarbures en 71, il restait encore cette euphorie. Cette euphorie existait encore. Ouais. Elle existait au niveau africain, au niveau arabe, l'Algérie venait de faire quelque chose qui avait été fait auparavant par l'Iran, et on sait ce que ça a coûté à Mossadegh, qui avait nationalisé les pétroles. Donc la menace persistait. La crise du pétrole, la guerre du Ramadan qui a amené la crise du pétrole, c'était quelques jours après.
quelques jours après la fin, c'était en octobre, le 6 octobre 1973, juste après le sommet. Ce qui s'était passé au Chili, la récupération des mines de cuivre par les multinationales nord-américaines. C'était aussi les ressources de ces pays qui étaient encore convoitées. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas encore changé, en tout cas dans Absolument. certaines régions du monde, notamment en Afrique. Cette rencontre de Belgrade a été basée sur 5 principes, notamment le refus donc, de prendre position dans l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. C'est toujours d'actualité quand même, malgré que le monde a changé, l'articulation des pouvoirs ou des relations internationales ont changé. On reste sur les mêmes principes. C'est né de la combinaison que fait peser la puissance militaire, quel que soit le bord. C'est né, le mouvement des non-alignés est né de ça, de ce qu'on appelait, il fallait mettre fin à l'équilibre par la terreur qui existait dans les années 50, ce qu'on appelle la guerre froide, qui n'était pas si froide que cela, parce qu'il y avait des pays qui s'affrontaient, il y avait des guerres, il y avait des guerres violentes, d'une très très grande violence. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé au Vietnam, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en Angola, en Mozambique, dans les pays qui n'étaient pas encore décolonisés. Et aujourd'hui encore, il y a d'autres formes de menaces sur la paix mondiale. Je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, et Boumediene l'avait dit, que ça allait après la guerre, après la chute de Phnom Penh et de Hanoï, Boumediene, dans un discours, avait dit que la spirale de la violence allait se déplacer vers le Moyen-Orient et le Maghreb, que c'était les prochaines stations de ce train de... Et quelques décades plus tard, ça s'est vérifié. Et ça s'est vérifié. Alors, il y a aussi parmi les 5 axes, je parle de ce sommet encore, de Belgrade, donc le refus ou le rejet de toute alliance bilatérale avec une superpuissance et le refus d'accueillir les bases militaires de ces superpuissances. Quand on sait que, par exemple, en 2017, l'Amérique a exporté plus de 200 000 hommes, soit 10% de son personnel militaire américain, et qui sont déployés à l'étranger à travers 800 bases, c'est quand même... De quel principe on parle à ce moment-là? Oui, c'est un souhait. C'est un vœu pieux. C'est un souhait, c'est-à-dire que il n'est pas interdit de dire que nous avons d'autres problèmes aujourd'hui, que nous devons regarder l'avenir d'une autre façon. Alors justement, on ne le fait pas. On parle encore de ces principes qui datent d'une soixantaine d'années. Cela ne dépend pas des non-alignés ou des pays. Cela dépend exclusivement de ceux auxquels est adressé ce message. C'est les pays d'Afrique aujourd'hui sont empêtrés dans leurs problèmes de développement. Ils sont encore dans les mêmes problèmes que ceux qui existaient dans les années 50 et 60, juste après les indépendances particulièrement. Et jusqu'à présent, est-ce que vous trouvez est-ce qu'il est normal de considérer qu'un des pays parmi les plus riches de la planète, qui est le Congo, soit partie des 15 pays les plus pauvres de la planète? Ce n'est pas normal, cela. C'est celui-là le problème. Il faut trouver des solutions. Lorsqu'on a retrouvé une solution au Congo, pour le Congo, je dis le Congo comme concept opératoire, quand on aura trouvé, je pense que les non-alignés auront fait avancer les choses. Mais c'est très très difficile. Et c'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Mais est-ce que ça ne met pas en lumière surtout les dissensions et les intérêts totalement divergents? Déjà à la création, on le savait, qu'il y avait des pays plutôt proches de l'Est et d'autres plutôt proches de l'Ouest, déjà à la fondation du MNA. Et puis, quand on sait aussi que l'une des conditions d'entrée dans les non-alignés au départ était de n'appartenir à aucune alliance militaire des deux blocs, de nombreux pays ont transgressé depuis cette condition, avec la CEI, notamment la Communauté des États indépendants, l'Alliance aussi, l'Organisation des États américains ou l'OTAN, la plus connue. À l'époque déjà, je crois que c'était c'est Lusaka,
Je crois que c'était à Lusaka, juste le 5e sommet, où le problème avait été posé. L'Égypte avait des accords avec l'URSS, l'Irak avait des accords avec l'URSS, et d'autres pays avaient des accords militaires avec l'Inde, avaient des accords militaires avec l'URSS, et ils étaient pourtant membres des... L'Irak, c'est pas plutôt le bloc occidental, c'est pas les États-Unis? Non. C'est l'URSS. Ils avaient signé un accord, de ce qu'on appelait d'amitié, de coopération et d'amitié, voilà, mais ça englobait bien entendu les questions militaires. Alors, est-ce que ça ne ramène pas aujourd'hui, si on devait revenir au contexte actuel, quand on voit que le ton et le discours néocolonialiste revient un petit peu revient assez librement, quand on voit les bases, pour ne prendre que l'exemple de la France, par exemple, les bases militaires où sont implantés les contingents français en Afrique, est-ce que ça ne contribue pas à remettre ce contexte impérialiste au goût du jour? Il y avait ce qu'on appelait la profondeur stratégique. À l'époque, on évoquait la profondeur stratégique. Je pense je ne me rappelle plus de ce... C'était un ancien des chefs des services français qui disait que les plateaux du Hogar c'est pratiquement les fusées il serait très intéressant de placer des fusées de défense de l'Europe du Sud là-bas. Je crois que la profondeur, ce qu'ils appelaient la profondeur stratégique, aujourd'hui, elle est toujours aujourd'hui, mais avant c'était les menaces Est-Ouest étaient ce qui pesait sur eux avec Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux concepts. Le terrorisme, la criminalité organisée. Exactement. Donc voilà, on a changé le concept. L'implantation de ces bases on a changé. étrangères. Donc, alors, on va toujours trouver une raison. Oui. Il y avait l'URSS, aujourd'hui il y a la Chine, il y avait... mais la situation, c'est pour nous que la situation ne change pas. C'est pour les pays, justement, ces pays qui revendiquent un autre ordre international aujourd'hui, qui le revendiquent depuis très longtemps, mais qui n'arrivent pas. Qui n'arrivent pas parce que ça ne dépend pas de nous. Et ensuite, il y a l'obsolescence. Il faut aussi parler de l'obsolescence, d'une certaine obsolescence des organisations internationales. Je pense que nous ne pouvons plus considérer le monde comme il a été considéré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les choses ont changé. Le monde entier, les peuples ont changé, les peuples ont évolué, les revendications, et aujourd'hui, nous sommes encore organisés exactement comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y a des choses à revoir dans ce côté-là aussi. Il y a des choses à revoir, il y a des choses... Ce n'est pas normal qu'un pays... Donc, si je devais paraphraser vos propos, c'est Amazine pour Alpha, c'est que vous dites que le MNA, c'est un peu une victoire en soi, qu'il existe encore, qu'il est traversé comme ça les décennies, mais qui n'a pas fait bouger les lignes, c'est ce que vous dites. Il n'a pas fait bouger les lignes parce qu'il ne s'est jamais constitué comme une force, comme un bloc. Mais comment justement se constituer en bloc avec des intérêts complètement divergents et des sensibilités, des orientations diplomatiques contradictoires? Parmi ceux qui ont refusé à ce qu'il se constitue un bloc, c'était Nehru, par exemple. Le président Nehru, le premier ministre Nehru de l'Inde à l'époque avait dit que nous ne voulons pas constituer un bloc, c'est-à-dire un troisième bloc. Oui. Il y a déjà deux blocs, on ne veut pas constituer un troisième bloc. Alors qu'il avait été appelé de fait troisième bloc. Oui, c'était une appellation de la presse, parce que en fait, une fois que le sommet était terminé, une fois qu'on se séparait, chacun retournait et vaquait à ses occupations avec les alliances et les... Alors justement, c'est pour ça qu'on parle de concept valise aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de se constituer en bloc et de prendre des initiatives ou des résolutions communes. C'est impossible. Mais écoutez, imaginez le bloc maghrébin, qui représenterait quelque chose comme 100 millions d'habitants, un marché extraordinaire, avec une politique étrangère commune, une politique économique cohérente. Est-ce que vous pensez que le bloc européen en face, ne serait-ce que celui-là, verrait ça d'un bon œil? Non. D'un bon œil? Non. Donc, mais on a plus de sensibilité et de chance de nous entendre. Je parle de chance, de chance de nous entendre au Maghreb qu'avec des pays
qui sont géographiquement très éloignés, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes, nous n'avons pas du tout les mêmes intérêts à nous entendre. Non, d'une façon conceptuelle, conceptuellement, nous avons les mêmes intérêts. C'est-à-dire que établir de nouveaux rapports des échanges, établir de nouveaux rapports internationaux, établir ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux marchés, ce serait intéressant pour nous. Ouvrir les marchés asiatiques ou ouvrir les marchés sud-est asiatiques ou d'Océanie, ce serait très intéressant pour nous. Pas pour exporter des matières premières, mais pour exporter réellement, une industrie. Une industrie, quelque chose produit par notre industrie, produit par notre génie de créateur. Oui, mais si nous ne pouvons même pas nous entendre au niveau régional, il est a fortiori beaucoup plus difficile de s'entendre avec nos amis de Papouasie ou du Vanuatu. Exactement. Alors, on a vu par exemple qu'en 2012... Mais ça ne se passe pas pour l'argent. L'argent circule. L'argent peut voyager d'une façon extraordinaire, il n'y a pas de barrière, aucune barrière n'est mise pour ces paradis financiers, ces paradis fiscaux. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, par rapport aux crises qu'ont pu connaître les membres des non-alignés, notamment, on a vu par exemple qu'en 2012, lors du sommet de Téhéran, comment les chefs d'État et de gouvernement avaient échoué à sortir une résolution commune qui était attendue à ce moment-là sur le conflit syrien et qui faisait rage à l'époque. La gêne de Téhéran vis-à-vis de la délégation syrienne lorsque le président égyptien l'avait prise à partie. Est-ce que les non-alignés peuvent contribuer à l'effort de la paix, même s'il est reconnu au niveau des Nations Unies, qui comptent sur la désintégration un petit peu des conflits régionaux qui passent par le MNA pour ça? Aux Nations Unies, il y a l'Assemblée générale, qui représente plus de 190 pays, donc voix, et il y a le Conseil de sécurité où il y a 5 voix. Ça se décide au Conseil de sécurité où il y a 5 voix. Est-ce qu'il est normal? C'est-à-dire, voilà une aberration de notre temps. Il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est que c'est la restructuration ou la refonte totalement des mécanismes du Conseil de sécurité, notamment de l'ONU. Puisqu'il semble que le Conseil de sécurité avait été créé, les Nations Unies avaient été créées comme gardiens de la paix mondiale. Or, quand on ne peut pas faire appliquer 200 résolutions à l'État d'Israël, quand on ne peut pas le faire appliquer, où est la maintenance de la paix? Quand on ne peut pas amener le royaume marocain à la table des négociations et appliquer une résolution affirmée et réaffirmée? On peut même parler de complicité à ce niveau. Il y a... de défaillance. Parce que les membres du Conseil de sécurité, je ne nommerai personne, quand on est membre du Conseil de sécurité, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Il y a une obligation de réserve pour un certain nombre de choses, des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on est membre du Conseil de sécurité, on engage aussi l'institution de laquelle nous sommes membres. Vous voulez dire quoi, clairement? Je veux clairement dire que lorsque M. Macron parle d'un État voisin avec qui il a des relations, c'est vrai, compliquées, dues à l'histoire. Toujours non résolues. Toujours non résolues, absolument. Et quand on est membre du Conseil de sécurité, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit même pas penser. Et qu'on ne doit pas penser, a fortiori, lorsque c'est archi-faux, quand on sait que c'est archi-faux, que c'est faux, que ce peuple est aussi vieux que sa terre. Contester sa place dans l'histoire au peuple algérien, je crois que c'est mesquin, parce que c'est faire preuve de méconnaissance absolue de l'histoire. Pourtant, ils sont restés 132 ans ici, et que ils connaissent bien la masse de données historiques qui existent en France est supérieure à celles qui existent ici, parce qu'ils ont tout pris. Alors, je crois que
quand on est membre du Conseil de sécurité. C'est pour la raison, peut-être la raison pour laquelle il est temps de poser ce genre de problème. Mais il ça, est temps pour les États de les poser. Mais c'est posé à travers les non-alignés, mais là encore, cette ligne n'a jamais bougé. Peut-être qu'elle ne bougera pas de sitôt. Il y a des intérêts à préserver. C'est-à-dire que il y a d'autres façons, peut-être qu'il faudra un peu plus de fermeté. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de fermeté. Quel est aujourd'hui, quel serait le terrain de jeu, j'ai envie de dire un peu. C'est-à-dire commencer par trouver les minimums sur ce sur quoi on s'entend. C'est-à-dire le respect. Non, je parle de moyens de pression. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on prend le bloc des BRICS, par exemple, est-ce que c'est un prolongement un petit peu du concept des non-alignés, c'est-à-dire qu'on fait bloc et qu'on résiste un petit peu au capitalisme agressif je ne sais pas dans quelle mesure les BRICS, qui ont leur argent dans les banques européennes, dans les banques américaines, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent faire pression. Parce que c'est difficile. Mais je pense qu'il faut procéder par élimination. Procéder par élimination, c'est-à-dire trouver les minimums d'entente. C'est-à-dire commencer par le respect absolu, veiller au respect absolu des États les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'on se doit le respect. À partir de ce moment-là, on peut continuer, on peut construire quelque chose. Il faut que les pays non alignés, par exemple, votent une résolution ou je ne sais pas quel moyen, ou une motion qu'ils se débrouillent pour dire qu'il y a des limites à toute chose. C'est-à-dire que la position du riche, parce que ça devient, c'est le riche et le pauvre, c'est le mépris. Non. Aucun peuple sur cette terre, ne peut admettre le mépris et n'a le droit de mépriser un autre peuple. Comment vous expliquez un peu le retour de ce ton et de ce discours irrespectueux Non, il y a eu, parce que nous avons assisté à un moment aussi, à un discours paternaliste. Nous avons assisté, qui nous minorait, qui nous mettait... Depuis toujours, depuis juste après les indépendances. Mais les pays qui ont fondé le MNA à l'époque, qui étaient des petits pays à l'indépendance, ne le sont plus aujourd'hui. Oui, ils ont grandi. Non, mais à l'époque, ce n'est pas pour jeter la pierre aux leaders d'aujourd'hui, à l'époque, il y avait des Sékou Touré, qui tapaient sur la table quand c'était nécessaire. Il y avait des Kwame Nkrumah, je ne peux parler que de l'Afrique, des Modibo Keïta. Quand Modibo Keïta a décidé d'ouvrir le front malien au FLN, il n'a pas demandé à la France l'autorisation. Il avait descendu, vous imaginez, le drapeau français pour monter le drapeau algérien. Il a dit, ici c'est le siège du Front de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale au Mali, le Mali voisin. Justement, on a pu observer notamment des militants politiques maliens, je ne sais pas si vous avez suivi le sommet France-Afrique, qui ont été très directs avec le président Macron, et qui lui ont signifié justement que ce ton paternaliste ne pouvait plus être d'actualité, il est dépassé, désuet. Bien sûr, c'est pas le ton paternaliste, c'est le ton du mépris. Mais vraiment du mépris. C'est le ton c'est-à-dire que on vous considère, c'est-à-dire exactement comme on nous considérait avant, c'est le bougnoul, c'est le nègre, c'est le colonisé. Alors, il faudrait, non, comme a dit le président, il faudrait qu'ils oublient que nous étions des colonies, que nous sommes aujourd'hui des nations égales aux leurs, que nous n'avons pas à rougir de notre histoire, quelle qu'elle soit, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une histoire comme celle de ce pays. Alors, pour revenir au MNA, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces pays qui ont au moins, vous parliez d'un consensus à minima, au moins un passé colonial commun, peuvent aujourd'hui s'entendre sur le rejet de ces pratiques néocolonialistes qui reviennent? Ce sera très difficile, parce que les conditions qui ont été créées
les conditions qui ont été créées autour de ces pays, pour ces pays, les conditions, l'encerclement, le chantage, la violence. Ouais. Vous savez, c'est à croire que ceux qui créent le terrorisme international, ce sont ceux-là même qui le combattent. C'est exactement ce qui se passe pour la pollution. Ceux qui polluent aujourd'hui nous disent on va vous dépolluer, venez, vous payez, on va vous dépolluer, alors que ce sont eux qui ont pollué. Alors le principe d'un nouvel ordre mondial et d'un système plus équitable, de redistribution des ressources, et surtout de ne pas privilégier les pays riches aux dépens des pays moins développés. Aujourd'hui, le contexte pandémique a un petit peu mis à nu toutes ces contradictions sur le terrain, en tout cas, et le terrain d'influence des membres des non-alignés, ça peut être sur ce terrain pandémique, alors qu'on voit que les superpuissances se réservent la priorité de l'usage des vaccins anti-Covid, alors que ce qu'on appelle encore le tiers-monde attend son tour. Comment faire évoluer aussi la question aujourd'hui? C'est le moment de revenir avec ces questions-là. Vous savez, il y a un vaccin qu'on n'a jamais cherché, et il y a grand espoir maintenant, c'est le vaccin contre le paludisme, qui tue des millions d'enfants en Afrique. Personne n'a cherché parce que c'était les petits Africains ce qu'on mettait dans des recherches superfétatoires et secondaires, comme argent, c'était infiniment plus important que les recherches sur le vaccin contre le paludisme. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tant que ce sont des Africains, quand vous avez quelqu'un en face qui est affaibli, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Et c'est ce qui se passe, hélas. C'est ce qui se passe. C'est le problème qui se posait dans les années 70, quand on parlait d'échanges inégaux, quand on parlait de rapport nord-sud, quand on parlait de la nécessité de créer des mécanismes qui puissent faciliter la circulation des connaissances technologiques, la circulation des sciences, etc. Non, on avait dit non, c'est-à-dire qu'on conditionnait cela. C'était conditionné. Oui, on pouvait vous faire une usine clé en main, des usines clé en main. Oui, surtout pas le transfert de technologie. Le transfert de technologie est impossible. C'est le transfert des connaissances, c'est exactement la même chose pour le transfert des vaccins, il faut les acheter. Et il faut acheter. On a vu que des puissances, même des puissances n'ont pas toutes réussi à sortir un vaccin, comme c'était la France. Oui, absolument. Pas la nommer. Alors juste pour revenir, une dernière question sur le MNA. L'Algérie a offert d'accueillir la prochaine rencontre du mouvement des non-alignés. Peut-on espérer peut-être une redynamisation comme cela a été fait en 1973, une redynamisation sans esprit de cette alliance? Sans esprit patriotard. Ouais. Sans esprit patriotard. Personnellement, j'y crois, et si ça ne se fait pas ici, ça ne se fera pas ailleurs. Alors parce qu'il nous reste encore ce que peu de gens savent. Nous avons notre secret, nous avons notre jardin secret, et il est fait de beaucoup de grandes choses. Et on sait y faire pour ce genre de choses. On sait se battre. Quel pourrait être le point nodal d'une rencontre à Alger, par exemple? L'achèvement des processus de décolonisation, peut-être? Moi, je crois que les pays non alignés, à ce moment-là, je pense qu'Alger va dégager. Il y a eu la première charte d'Alger en 1973, il y aura la deuxième charte d'Alger qui, très certainement, ira vers faire évoluer le dossier palestinien, faire évoluer le dossier sahraoui, en tous les cas. Les ressources aussi. Importants. Et aussi, mais également au point de vue économique. Je pense que... On a vu la victoire diplomatique, juridique surtout, du Front Polisario à la Cour de justice européenne, comment aujourd'hui le Sahara occidental est reconnu comme un territoire distinct du Maroc, en tout cas économiquement. Le Maroc ne pourra plus
Sur le principe, piller, sur le principe. oui, avec l'Union européenne ne pourra plus piller les ressources du Sahara occidental. Je pense que... Donc ça avance, il y a des choses Oui, bien sûr, il y a des choses qui bougent. Mais il faut justement donner ça, c'est-à-dire il faut donner de la pâture à ce mouvement. Il faut lui donner quelque chose, il faut lui donner de quoi faire, et en fonction de ses possibilités. Le mouvement des non-alignés, si on se rencontre pour se congratuler, et bon, bien entendu, on dira il n'a rien fait. Mais s'il y a un minimum, c'est-à-dire on se fixe tel objectif cette fois-ci, la prochaine fois nous allons faire. Donc briser ce masque de l'inertie aussi. Absolument. Du mouvement des non-alignés. Un mot à ajouter, monsieur Amazigh Boukhalifa? Vous avez travaillé beaucoup sur les non-alignés. Vous l'avez observé, ce mouvement, à travers les années. Pendant... Ouais. C'est pour ça que vous êtes ce soir ici pour en parler. Si vous deviez en dire un mot aujourd'hui. Écoutez, si je devais dire un mot, je suis très heureux. J'espère assister au prochain sommet d'Alger. C'est toujours un très très grand moment pour un pays, et l'Algérie sait y faire dans ce domaine. Ouais. L'Algérie sait y faire. La Mecque des révolutionnaires. Monsieur Amazigh Boukhalifa, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes chercheur en histoire et puis accessoirement beaucoup de choses, notamment journaliste spécialiste des questions internationales. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes. Bonsoir.